Bonsoir à tous. Nous vous remercions, toute l'équipe du débat africain remercie M. Didier Spela, dirigeant des Mirates d'INERIT, SPS en stratégie et en cybersécurité, cofondateur de Charente Maritime Cybersécurité, dont plusieurs éditions ont eu lieu déjà, donc un événement incontournable en cybersécurité en France. Et aussi, n'oublions pas Didier, ancien officier supérieur de l'armée de l'air et expert en réseau de continuité des affaires dans des multinationales, que ce soit américaines, françaises. Donc, merci Didier d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un grand honneur pour nous, le débat africain de l'intelligence économique, de vous avoir avec nous ici. Merci beaucoup Didier. Merci Lukman de ton accueil, hein, c'est important. Et puis je pense que c'est important aussi qu'on échange sur des problématiques qui, grâce au numérique, je dirais, on a retrouvé un petit peu des problématiques, je dirais, intercontinentales. Voilà. Et je pense que tout ça va beaucoup nous modifier nos sociétés et nos modes de vie. C'est pour ça que j'aimerais échanger avec les gens qui participent à qui sont venus m'écouter sur les enjeux. Je voudrais qu'on replace, au-delà de parler déjà de problèmes de cybersécurité, c'est plus de problèmes, je dirais, que nous amène la numérisation. Et déjà, je vais poser, je dirais, un thème et un principe assez simple. Il faut considérer aujourd'hui, je pense que on est en phase de numérisation et pas en phase de digitalisation. Alors, quand je fais cette différence, pourquoi je veux faire cette différence? Parce que je constate, et je le constatais encore ce matin, j'ai été faire une prise de sang. Alors, on dit maintenant tout est numérisé, on a en France la carte vitale, bon, et on passe quand même par la bonne vieille imprimante pour vous sortir des étiquettes qu'on va coller sur les tubes, malgré que, bien sûr, toutes ces informations, on les a déjà sur sa fameuse carte vitale, donc normalement c'est numérisé, hein, et on n'arrive pas à voir au niveau des éprouvettes quelque chose de numérisé. Donc on sort des étiquettes, et c'est là où ça devient assez marrant, si l'on peut dire, c'est que les étiquettes ne respectent pas le format papier, donc vous avez la moitié de votre nom qui n'est pas sur l'étiquette, faut qu'elle rajoute ça à la main, quoi. Bref, on est un petit peu dans le gag, et ça fait pas mal de travail supplémentaire en fait par rapport un petit peu à ce qu'on avait avant. Donc je crois qu'on a déjà un problème sérieux avec cette numérisation, contrairement à ce que je vais développer après dans le terme de digitalisation, c'est que cette numérisation, on a trop eu tendance à transformer, je dirais, nos modes de fonctionnement, je dirais, analogiques, en mode de fonctionnement numérique. Et bien souvent, ça se traduit par le fait de numériser des documents, hein, et on le voit dans beaucoup d'administrations, dans beaucoup de dossiers, de procédures à remplir, hein, certes, on vous envoie par mail le dossier, mais on vous demande de le remplir. Alors des fois, ça se passe bien sous un format numérique. Et puis, pour valider votre formulaire, vous êtes obligé de l'imprimer et après de le rescanner pour le renvoyer. Voilà. Donc on voit bien que, et c'est là où ça sera intéressant de vraiment réfléchir en digitalisation, c'est-à-dire globalement repenser l'intégralité de nos process, de notre mode de vie, pour se mettre au niveau de ce qu'offre vraiment l'outil numérique avec ses forces et ses faiblesses. Alors, ça c'était pour un petit peu introduire le sujet, mais je pense, et c'est là-dessus un petit peu que je souhaitais intervenir, c'est que je pense qu'il faut aussi considérer que le numérique n'est pas une évolution, parce que souvent on compare la numérisation de nos structures un petit peu comme on a eu à la fin du 19e siècle la révolution, un petit peu la révolution industrielle, où globalement on est passé de la force humaine à la force mécanique, hein, et on a dit voilà, avec le numérique ça va être pareil. Alors je pense qu'il faut quand même apporter un sérieux bémol à ça. Pourquoi? Parce que ben là, la transformation de la force humaine en force mécanique a eu quand même moins d'impact globalement sur la vie de tous les jours, si ce n'est qu'elle a modifié un petit peu bien sûr les sociétés, mais les sociétés étaient déjà en mode d'évolution. Là, je pense que si on se penche d'un peu plus près sur le problème du numérique, et on le voit, et je veux dire, les événements récents me confortent un petit peu dans cette analyse, euh, on est sur, en fait, pour moi, pas sur une évolution, mais sur 3 révolutions. Alors, comment on peut décrire
ces trois révolutions. D'abord, je dirais au niveau des connaissances, et on en parlait un petit peu avec Lookman en attendant que vous arriviez à vous connecter, parce que c'est jamais évident à la sortie du travail de rejoindre une réunion comme ça en visio. Il est clair que on voit bien aujourd'hui que les connaissances nous sont un petit peu poussées. Et donc, on est passé un petit peu, et on peut prendre comme exemple ce qui s'est passé quand on a inventé à la fois l'écriture, hein. Donc, on est passé vraiment du langage. On voit bien qu'il a fallu à un moment, l'être humain a eu besoin d'avoir de l'écriture. Pourquoi? Parce que pour avoir une mémoire, globalement, hein, et c'est un petit peu l'objectif de toute, entre guillemets, de toute civilisation, c'est-à-dire globalement, on pourrait dire de tout regroupement humain, de laisser des traces et de pouvoir mettre une mémoire, notamment par le biais des lois, des règles, etc. Et très vite, l'être humain a compris que s'il voulait garder trace de quelque chose, il était obligé de le figer. Et comment le figer? Par l'écriture. Alors, quand on est passé comme ça du langage à l'écrit, bon, on a bien vu qu'il y avait quand même une transmission des savoirs qui était très, très organisée, qui suivait globalement un processus. Alors, notamment, on avait, il y a un petit peu ça dans toutes les civilisations, si on reprend un peu l'histoire, bon, que ce soit les, 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 les Égyptiens avec les scribes, que ça soit un petit peu après en Europe avec les moines copistes, etc. L'idée était quand même que cette transmission de l'écrit se faisait de manière très réglementée. Euh, En plus, elle n'était communicable qu'à peu de gens, hein, comme les Égyptiens. Les Égyptiens ne savaient pas tous lire, mais pareil, au Moyen Âge, les gens ne savaient pas tous lire, hein, dans l'Europe, parce que c'était là aussi, ça faisait partie, je dirais, d'une certaine éducation. Ça faisait partie aussi d'un processus de pouvoir, c'est-à-dire je sais lire et écrire, donc j'ai le pouvoir de transmettre des informations. Et comme les autres n'ont pas ce pouvoir, eh bien, et c'est pour ça, quand vous visitez des grands monuments style Moyen-Âge et même début de Renaissance, eh bien, en fait, on racontait des histoires aux gens. Comment on leur racontait des histoires? Ben, avec les peintures, c'est pour ça qu'on peignait les plafonds des églises, qu'on mettait des tableaux, des statues, pour que les gens, voilà, comprennent un petit peu et aient un peu de mémoire là-dessus. Et puis, est arrivé, et ce qui a déclenché généralement, c'est la date qu'on donne pour le début, ce qu'on appelle la Renaissance, est arrivé après ce qu'on a appelé bien sûr l'imprimerie. C'est-à-dire qu'à partir de là, et bien sûr, quand il y a eu l'imprimerie, on est passé du langage, je dirais, à l'écrit, de l'écrit, on est passé à cet écrit, je dirais, un petit peu industrialisé, qui a permis de produire de plus en plus de livres. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens, comme il y avait de plus en plus de livres, eh bien, la connaissance s'est diffusée, les gens ont commencé à lire, et bien sûr, à partir du moment où ils commençaient à lire, ils commençaient à écrire. Mais là aussi, je dirais, la transmission des connaissances était respectée pas mal de procédures. Et puis, quand on avait des connaissances qui sortaient un petit peu du cadre réglementaire, hein, vous avez tous eu ça au niveau de l'histoire, et ben, il suffisait de trouver les livres, de les brûler. Il suffisait d'aller chez l'imprimeur, de détruire son imprimerie, et on arrêtait le problème. Aujourd'hui, notre information est numérique. Et on le voit dans différents mouvements sociaux, hein, cette information, je veux dire, tout le monde la produit. On est tous des producteurs de connaissances. On est tous aussi des consommateurs de connaissances. Et on voit bien que cette connaissance qui est transmise par les écrits n'est plus du tout filtrée, hein. Et donc, on a lancé d'ailleurs cette notion de fake news, hein, donc de fausses nouvelles, qui va très loin, hein, parce qu'elle peut être corroborée par plusieurs secteurs. Et donc, on voit déjà que on a un problème sérieux au niveau de nos sociétés. Hein, et je vous dis, on en parlait aussi un petit peu avec Lookman, c'est-à-dire qu'en plus, avec un petit peu d'argent par le biais des référencements de sites, vous pouvez très bien avoir un site de fake news qui va apparaître en premier à partir du moment où vous allez lancer une requête sur un problème que vous pensez que vous ne connaissez pas. Et donc, bien sûr, cette connaissance étant poussée en premier, vous allez avoir tendance à croire que c'est des bonnes choses. Voilà. Donc là, on voit déjà, au niveau de la connaissance, on peut dire qu'on a vraiment une révolution, c'est-à-dire que cette connaissance n'est plus filtrée, elle n'est plus sûre aussi. On voit bien aussi que sa diffusion, son mode de propagation, le fait d'y rajouter des images, etc., modifie totalement
le rapport qu'on a avec la connaissance, c'est-à-dire que ce n'est plus une connaissance juste, claire, validée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est, je l'appelle la gouvernance. Jusqu'à présent, la gouvernance était assez simple. Hein. La gouvernance se traduisait généralement par des États, c'est-à-dire un État, c'était quoi? C'était un territoire avec des frontières. C'était aussi une capitale, c'était une population, c'était un PIB, quoi, des informations qui étaient clairement identifiées, clairement recensées. Et donc, on connaissait les limites. On avait aussi les autorités, etc. On voit bien aujourd'hui avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux, c'est qu'on commence à voir des communautés qui se montent. Et ces communautés présentent un petit peu les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire que c'est des communautés qui n'ont pas de frontières. Donc globalement, on peut très bien faire une communauté qui a un centre d'intérêt et cette communauté peut être à la fois répartie sur le continent américain, sur le continent africain, sur l'Asie, sur bref. Et donc ces gens-là vont créer globalement un État de fait. Le problème qui se pose, c'est que ces États, ces communautés de fait, eh bien, vous vous rendez compte aussi à un moment, c'est que certes, ça devient des personnes morales, mais il n'y a pas de personne physique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de leader. On a eu l'exemple en France, par exemple, avec les Gilets jaunes, hein, ça a été un petit peu exacerbé dans ce milieu-là, si on l'analyse. C'est que vous avez des gens qui se retrouvent et qui échangent des informations par le biais des réseaux sociaux, qui donc ont des actions communes. Et puis, quand vous vous retournez un petit peu vers eux, vous dites, bon, bah maintenant, qui est responsable et qui peut discuter, là, vous n'avez personne. Et ça marchera, je pense, de plus en plus. Donc, on voit bien là aussi que la notion d'État, qui avant, je vous dis, se délimitait par un territoire, par une langue, par une culture, est en train là un petit peu de s'effilocher. Donc, on a aussi cette révolution qui est en train de se mettre en place, c'est-à-dire comment les sociétés constituées vont-elles se comporter, comment vont-elles évoluer dans le temps, à partir du moment où elles n'ont plus besoin de frontières, elles n'ont plus besoin de ressources en plus, globalement, elles n'ont plus besoin de chefs, et donc, ça remet en cause un petit peu ce qui fait que la civilisation humaine, qui date de plusieurs milliers d'années, c'était quand même toujours structurée comme ça. Enfin, une troisième révolution qu'on peut identifier, et ça, vous en êtes tous les acteurs, encore plus, c'est que bien souvent, ben, les outils, et on le voit bien en numérique, les outils concrets présentent l'inconvénient bien souvent que l'utilisateur peut en faire un usage totalement différent. Le meilleur exemple, je dirais, c'est le téléphone, où en fait, aujourd'hui, vous le voyez bien, déjà sur le plan marketing, on vous vend plus un téléphone, on vous vend plus quelque chose pour communiquer, on vous vend un appareil photo, on vous vend quelque chose pour faire des films. Et puis, le fait de combiner comme ça plusieurs technologies sur un même appareil, eh bien, vous devenez vous-même réalisateur de films. Et donc, bien sûr, vous allez, et on revient, je dirais, à la première révolution, c'est-à-dire vous allez créer des connaissances, vous allez créer du savoir, mais est-ce que c'est du vrai savoir? Est-ce que c'est des vraies connaissances? Et donc, je pense qu'on est dans un cercle qui peut très vite, s'il n'est pas maîtrisé. Alors, bien sûr, question qu'on va se poser, c'est comment on peut maîtriser ce système. On voit bien, et tous les outils là aussi sont de plus en plus utilisés à d'autres fins que les fins pour lesquelles ils ont été créés. Et ça pose un problème de fond dans notre société, bien sûr, parce que ces outils profitent de la puissance du numérique, mais en font un usage qui est loin d'être éthique. C'est là que c'est intéressant aussi peut-être d'introduire cette notion un petit peu d'éthique. On voit bien que, j'espère que dans les gens qui suivent, on a quelques juristes et quelques juristes qui s'intéressent au numérique. On voit bien qu'on a toujours un petit peu de retard et de plus en plus, hein, qu'on avait corrigé un petit peu quand on était sur de l'analogique, mais ce retard, je veux dire, je trouve que le fossé s'agrandit de jour en jour entre ce que propose la loi par rapport aux usages du numérique, hein, parce que là aussi, je veux dire, la puissance, et c'est là, je pense qu'on a beaucoup de mal à assimiler tout ça, c'est que la puissance de calcul, je veux dire, que nous offre le numérique, et surtout sa vitesse de traitement, nous amène à des comportements qu'on n'imaginait pas, bien sûr, il y a encore quelques années.
Je vais prendre un exemple assez flagrant. Pourquoi je vais prendre cet exemple? Parce que j'ai eu l'occasion d'assister et d'intervenir dans une manifestation organisée à Sciences Po Bordeaux sur le problème de la reconnaissance faciale. Alors aujourd'hui, le problème de la reconnaissance faciale, je dirais qu'il part comme toujours, et c'est un petit peu les choses que je trouve toujours un peu atterrantes, c'est-à-dire quand on commence à créer ces outils, on n'y trouve que des avantages. La reconnaissance faciale, ça va permettre d'identifier si les gens se comportent mal, s'ils ne respectent pas certaines choses, etc. OK. Le problème, quand vous analysez d'un peu plus près comment va se dérouler ce problème de reconnaissance faciale, contrairement, je dirais, à la reconnaissance faciale, je dirais analogique, là, c'est comparer une signature numérique, parce qu'on est toujours dans le monde du numérique, et le monde du numérique, il faut toujours se rappeler d'une chose élémentaire, c'est qu'on ne manipule que des 0 et des 1. Donc même une reconnaissance faciale, c'est une suite de 0 et de 1. Et on va comparer cette suite de 0 et de 1 par rapport à d'autres suites de 0 et de 1. Et quand on trouve de manière déterministe que les suites se ressemblent étrangement, on va dire, bon, il y a de grandes chances que ça soit un tel. Donc on a rentré votre photo, on l'a numérisé, vous avez une signature numérique, et on compare bien sûr cette signature numérique à la signature numérique qu'on vient de capter pour comparer tout ça. Alors, reconnaissance faciale, d'accord, c'est très bien, mais question qu'on peut se poser, si vous regardez un petit peu ce qui s'est passé récemment au niveau artistique, on commence à faire des faux tableaux qui sont des vrais tableaux. C'est-à-dire qu'on va vous dire, voilà, on va rentrer toutes les données numériques, voilà, concernant par exemple le peintre Léonard de Vinci, peigné comme ça, on rentre toutes les règles, donc on met aussi un petit peu d'intelligence artificielle, on met du calcul, on met des données, et puis à un moment on fait retour chariot sur la machine, et la machine vous produit un tableau qui, même s'il n'a pas été peint par Léonard de Vinci, c'est du Léonard de Vinci. C'est-à-dire, pour un expert qui va analyser le tableau, bien oui, Léonard de Vinci peignait comme ça, prenait tel type de couleur, prenait tel type de courbe, etc. Et là, si on revient à la reconnaissance faciale, et on peut se dire, mais certes, j'ai rentré une base de données où je vais avoir tous les visages de tous les gens, d'accord, et je compare par rapport au visage que j'ai pris à cette base de tous les gens. Mais si je me mets un petit peu dans le principe du tableau que peint Léonard de Vinci, bien que Léonard de Vinci soit mort depuis quelques centaines d'années. Comme j'ai une base de visage, je suis capable de faire globalement un visage médian. Et une fois que j'ai ce visage médian, bien, la personne qui aura ce visage médian correspondra tellement à beaucoup d'autres visages qui sont dans la base qu'on ne pourra jamais la reconnaître. Et donc, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, on se rend compte que, en fait, la reconnaissance faciale risque plutôt de nous amener à définir le visage qu'on doit avoir pour ne pas être reconnu. Et on a l'effet inverse de ce qu'on attend. Et ça, je veux dire, on ne pouvait pas le faire avec l'analogique. Avec l'analogique, certes, on avait ce qu'on appelait la chirurgie esthétique, etc. Donc, on pouvait changer son visage, etc. Mais comme on n'avait pas accès à, je veux dire, tous les visages qui existent et quel est le visage médian, globalement, hein, eh bien, on avait toujours, une fois qu'on avait reconnu que c'était cette personne-là, hein, on avait toujours son visage. Donc, c'est là où il faut se poser des questions, je dirais, un petit peu fondamentales au niveau du numérique. Hein, bien comprendre que en permanence, bien sûr, on joue sur des signatures numériques, et donc, et ça nous ramène un petit peu à la cybercriminalité, c'est que après, c'est pas très compliqué de faire une attaque sur un système, parce que il suffit que je détériore la signature numérique et le système ne va pas être capable de le reconnaître. Moi, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de commencer à travailler sur ces problèmes de reconnaissance faciale, même au niveau analogique, et notamment pour les casinos, parce que vous savez tous que au niveau des casinos, vous pouvez avoir des gens qui sont interdits de casino, alors soit leur demande, hein, c'est des actes de justice, c'est-à-dire que cette personne souhaite ne plus pouvoir accéder à un casino, ou
elle interdit le casino parce que bon, elle a une mauvaise réputation, etc. Et donc, j'avais travaillé à l'époque avec quelques grands casinos et on avait mis en place comme ça des caméras avec des banques de données des visages, etc. Et on avait quand même des failles dans le système. Et la seule chose où on n'avait pas de faille, en fait, c'était avec des physionomistes. À l'entrée de chaque grand casino, vous avez ce qu'on appelle des physionomistes, c'est-à-dire des gens qui, en fait, vous reconnaissent non pas uniquement à votre visage, mais à votre allure. Je dirais, c'est un peu comme des empreintes digitales, globalement. Hein. On a tous une allure. Voilà. Et cette allure, on ne peut pas la modifier. Hein. C'est un peu comme votre signature. Vous pouvez contrefaire votre signature. Mais le problème, c'est que quand vous signez, ce n'est pas tellement le dessin que vous faites, c'est la dynamique de votre geste qui nous permet de savoir si c'est bien vous qui signez ou pas. Et donc, il faut, je pense, se poser la question en termes de cybercriminalité. Bien sûr, toutes ces failles de la numérisation, en fait, ont amené énormément de risques. Hein. Et il faudra passer, je pense, pour limiter un petit peu tout ça, plus à la digitalisation. C'est-à-dire vraiment repenser nos processus, nos modes de fonctionnement, de façon à ce qu'ils correspondent à ce que nous offre le binaire, hein, le 0 et le 1. C'est là où il y a un enjeu très intéressant, parce qu'il faut un peu repenser nos sociétés, voir bien sûr, par rapport aux 3 domaines que je vous ai donnés, hein, qui sont bien sûr la connaissance, donc comment je peux m'assurer que les connaissances qui circulent sur le net sont des vraies connaissances. Alors là aussi, vous voyez bien, à ça, on va rajouter les images. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, on a eu une émission récemment en Europe où ils présentaient justement le problème des images. Et donc, quand on a eu le début du conflit russo-ukrainien, vous aviez des images, bien sûr, qui apparaissaient avec des bombes qui explosaient, etc. Et donc, certains ont fait l'effort d'analyser un peu ces images et en fait, se sont rendus compte que c'est des images qui dataient d'une dizaine d'années quand il y avait eu un incendie sur un port en Chine. Voilà. Mais bon, qui peut faire la différence en regardant la télé ou en regardant son téléphone? Vous voyez une explosion, vous voyez des flammes, c'est sombre, vous voyez des éclairs. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes à la frontière russo-ukrainienne ou est-ce que vous êtes dans un port chinois avec un incident sur un bateau qui a explosé il y a une dizaine d'années? Voyez, et c'est tout ça qu'on arrive un petit peu à transformer avec le numérique. Hein, l'autre fois, je recevais une pub et je pense que vous en avez tous un petit peu sur vos téléphones pour bien soit vous transformer en licorne, soit pour modifier votre visage, mais même vous pouvez modifier complètement l'environnement dans lequel vous êtes. Et donc, ça nous amène à nous poser des questions et ces questions seront de plus en plus vitales pour comprendre ce qui se passe dans nos sociétés. C'est-à-dire qu'en plus, en jouant sur les mouvements de la bouche et le son, vous pouvez faire dire à quelqu'un ce que vous voulez lui faire dire. Et donc là, on va avoir aussi un problème, toujours lié à cette connaissance, c'est la notion de preuve. Qu'est-ce qui me prouve aujourd'hui que ce que je vois est la réalité? Et donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus au niveau de la criminalité une évolution un petit peu sur ce sens de modification de la donnée. Hein, bien souvent, et je pense que je n'apprendrai rien à ceux qui suivent un petit peu ces problèmes de cybersécurité, on décline toujours les données en termes de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité. Aujourd'hui, on voit bien que les attaques touchent surtout des problèmes de disponibilité, des problèmes de confidentialité. Et là, on arrive, je dirais, globalement à avoir des solutions techniques pour les corriger. Mais qu'en sera-t-il et quels outils pourrait-on avoir et pourrait-on imaginer aujourd'hui pour s'assurer que l'intégrité est bonne? Donc, on voit qu'on a ce problème sur ces connaissances. On a aussi, et pour montrer aussi le problème à la fois de la gouvernance et des outils, si vous prenez aujourd'hui des choses sur lesquelles on travaille de plus en plus et on trouve plein d'avantages, hein, ce que sont la blockchain et les crypto-monnaies. Le problème de la blockchain, je veux dire, bon, de manière très factuelle, c'est remettre en cause les notions de tiers de confiance. Jusqu'à présent, les tiers de confiance dépendaient globalement des États souverains en termes d'avocats, de notaires, de banques, etc. Aujourd'hui, avec la blockchain, vous vous affranchissez
de tous ces tiers de confiance, je dirais, analogiques. La crypto-monnaie, pareil. Et donc, ça rejoint cette révolution que je parlais de l'État, c'est-à-dire que vous pouvez très bien créer globalement un État, c'est-à-dire avoir de l'argent, créer une monnaie, une crypto-monnaie, créer des tiers de confiance avec la blockchain. Transfrontalier, quand je dis transfrontalier, c'est même, il faudrait trouver un autre mot pour dire que vous avez votre État n'a pas du tout de frontières, c'est-à-dire qu'il n'a aucune représentation physique, n'a même pas besoin d'avoir de drapeau, n'a pas besoin d'avoir d'hymne, et n'a pas besoin d'avoir en plus de chef et de gouvernement. Alors certains pourront dire que c'est l'anarchie, mais même dans l'anarchie, il y a de l'ordre. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de créer de nouveaux ordres de société, et comment on va pouvoir gérer ces ordres de société? Il est clair que là aussi, le risque qu'on peut avoir, hein, et on le voit déjà, vous avez peut-être entendu parler avec ce qui se passe là avec la crise russo-ukrainienne, eh bien vous avez des gens qui se sont, entre guillemets, autoproclamés, hein, comme mercenaires pour les Ukrainiens. Ok, c'est très bien. Donc ils attaquent, ils s'organisent, donc ils appartiennent à plusieurs pays, ils sont en réseau. Le problème, c'est qu'on se retrouve un petit peu en face de ce qu'on a connu dans les pays européens, ce qu'on a appelé la période du Moyen Âge, c'est-à-dire, et si vous reprenez un peu l'histoire du Moyen Âge, hein, vous aviez des groupes comme ça de gens qui se constituaient. Alors, ils avaient un chef quand même, là, il n'y a même pas de chef. Ils se constituaient, puis bon, un jour, ils travaillaient ou ils se battaient pour un seigneur, et puis si celui-ci ne leur donnait pas assez d'argent, ben, le lendemain, ils se battaient pour l'autre seigneur. Et donc, on risque d'avoir aussi ce genre de problème, c'est-à-dire qu'à un moment, qui est avec nous, qui est contre nous, qui est la loi, qui n'est pas la loi. Donc, je pense que on est en train, avec ce numérique, de mettre en place, alors on peut avoir un discours pessimiste, et c'est pas le but de mon propos, mais bien réfléchir là aussi comment on peut structurer et comment aussi on peut positionner l'homme et la femme. Alors, et quand je dis l'homme et la femme, c'est surtout déjà dans les formations initiales, comment amener les gens à s'assurer que les informations qu'ils auront, ce sont les vraies informations, les vraies données. Donc, on rejoint le problème de l'intégrité, bien sûr. Comment s'assurer aussi que les États vont pouvoir toujours assurer cette gouvernance et pouvoir donc faire évoluer les populations dans des zones de risque acceptables. Et puis, comment s'assurer que tous les outils sont bien utilisés et correspondent bien à un besoin. À ça, ça nous emmène sur un autre problème, mais je dirais que ça sera un peu long d'en parler, mais ça pourra faire l'objet d'une autre. C'est bien sûr tout ce qui est lié après au niveau de l'environnement. Hein, on voit bien qu'on a une surconsommation de plus en plus en électricité, bien sûr en chaleur, avec tous ces équipements numériques que l'on veut redondants, trirondants, etc., parce que on veut tellement en faire. Quoi, voilà. Voilà les questions un petit peu que je voulais soulever avec vous. Je n'ai pas toutes les réponses, et heureusement. Mais je pense que c'est des questions qui ont un impact important parce qu'on voit bien qu'au-delà d'une évolution technologique, comme on le présente un peu trop facilement, le numérique nous amène plutôt une révolution sociétale, mais au sens profond du terme, c'est-à-dire aussi sur nos modes d'échange. Hein, n'oublions pas là aussi que les hommes et les femmes, je veux dire, on est dans des sociétés, on existe parce qu'on arrive à communiquer. On a vu tous les problèmes qu'a posé la Covid, le fait qu'on porte les masques, etc. Donc toute l'attrition qu'on a eue dans la communication. Et puis, je veux dire là aussi qu'est-ce que va être dans quelques années la notion d'état de droit, hein, c'est-à-dire c'est quoi un président, c'est quoi un tiers de confiance, etc. Voilà, voilà les réflexions que je voulais vous apporter en cette fin de journée. J'espère ne pas vous avoir gâché la fin de semaine. En tout cas, je me tiens à votre disposition pour essayer de répondre à vos questions. Et un grand merci de votre attention. Merci beaucoup Didier pour cette belle présentation. Je pense que nos participants ont bien compris l'intérêt de ce sujet qui est le cybermonde, comment ce cybermonde arrive à bouleverser le monde contemporain avec ses menaces et ses opportunités. Et Didier l'a très bien précisé, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent en matière de reconnaissance faciale sur divers domaines. Au niveau monétaire, déjà, on est passé aux monnaies numériques depuis longtemps. Et donc, il va falloir voir comment tout ça arrive à impacter nous, notre quotidien et quelle opportunité ça représente pour nous.
pour prendre la suite de Didier, il faut dire qu'aujourd'hui, le cybermonde, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Europe en matière de cybersécurité, mais aussi il y a l'Afrique qui est en train qui est en train d'émerger en matière de cybersécurité. Et aujourd'hui, il y a plus de connectivité sur le continent. Comparativement au continent européen, parce que chez nous, même dans des villages les plus reculés, vous avez des gens qui ont des iPhones. Donc aujourd'hui, tout le monde filme en tout à la fois et cette accessibilité rapide aux outils du numérique pour pouvoir publier le contenu fait qu'on produit de plus en plus de connaissances, comme l'a dit Didier, et je dirais souvent, ce n'est même pas des connaissances, c'est de l'information. Et cette information, il n'y a plus personne pour vérifier l'information, c'est du one shot. Donc, tout le monde prend l'information et consomme cette information. Donc, de la part des États, les États sont aussi menacés par ce fait, par ce monde informationnel parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler comme Data. Data, un État pouvait réguler l'émission de l'information et aujourd'hui, ce n'est plus possible. On a vu avec le printemps arabe, on a vu avec la montée des mouvements extrémistes nationalistes également dans certains pays européens, la montée des mouvements populistes dans certains pays et également la montée de d'autres types de mouvements qui permettent de déloger certains États. Et comme je le dis souvent, aujourd'hui, le numérique est devenu le cinquième pouvoir qui peut mettre en cause ou en doute les décisions d'un État. Donc, on peut faire reculer un État vis-à-vis des décisions qui ont été prises. Donc, comment arriver à maîtriser cet environnement numérique, donc ce monde, ce cybermonde qui est à la fois partout et nulle part à la fois, et nous permettre, nous, en tant que personnes, de pouvoir apporter notre modeste contribution afin de permettre la vérification, l'intégrité, la disponibilité des données, mais également la confidentialité. Donc, c'est tout un chemin de croix, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je pense que nous tous, comme l'a dit Didier, on n'a pas la connaissance infuse. C'est ensemble que nous allons pouvoir construire un monde cyber solide, résilient surtout, avec toutes les connaissances que nous avons et les connaissances que nous allons mobiliser et créer également. Donc, je ne sais pas si je vais prendre des questions, si Didier a quelque chose à rajouter. Afin que... Non, tu as bien complété, Lukman. On est tout à fait là-dedans. C'est vraiment, c'est-à-dire globalement, comme toute société, quoi. Sans faire d'anthropologie, hein, les sociétés se sont créées, c'est-à-dire que les gens se sont rassemblés pour évoluer dans des milieux, je dirais, au risque acceptable. Voilà, c'est-à-dire qu'on puisse dormir, on puisse se nourrir, on puisse s'habiller, pas mourir de froid, etc. Et là, on se rend compte que le numérique, quand on creuse un petit peu, on commence à peut-être à évoluer et à se positionner dans des zones de risque inacceptables parce que les infos qu'on a, on n'est pas sûr qu'elles soient justes, comme tu le disais très justement. Hein, il y a des mouvements dans des révolutions, des mouvements de société qui se font vraiment de manière en plus très rapide. Et puis surtout, ce qui est inquiétant, c'est que les groupes se constituent, je dirais, sans chef, sans leader. C'est-à-dire qu'il y a aussi entre guillemets, je ne sais pas si je peux prendre ce terme, mais je vais le prendre quand même, je dirais un peu d'autodétermination, quoi, naturelle qui se fait. Et donc, bien sûr, on sait d'où ça part, on ne sait pas où ça arrive, mais après, on ne sait pas ce que ça va devenir, quoi. Tout ça amène beaucoup de dangers, en fait, hein, parce que on déstructure un peu nos sociétés. On voit les limites aussi des lois parce qu'on a beau prévoir des choses et la loi est de plus en plus entre guillemets en retard. Et en tout bien tout honneur, hein, je veux dire, je critique pas les avocats, etc. Mais on ne peut là aussi traiter des problèmes qu'une fois qu'ils y sont. Or, ça va tellement vite, je veux dire, c'est qu'une fois qu'on a traité un problème, globalement, comme on ne l'a pas traité dans son intégralité, il émerge ailleurs sous une autre forme. Et donc on voit bien qu'il y a une notion qui réapparaît un peu, hein, qui est, je dirais, l'éthique. Et je pense que là aussi, c'est un sujet vraiment à part entière, hein, sur lequel on pourrait vraiment réfléchir. C'est que je pense qu'il va falloir qu'on remette un petit peu, comme ça s'est passé toujours un petit peu au Moyen-Âge ou dans les zones sombres, c'est-à-dire que on compte un peu plus sur, je dirais, la bienveillance des individus que les lois d'une société.
pour éviter, je veux dire, qu'on tombe dans l'anarchie. C'est un peu ce qu'on avait en Europe au moment du Moyen Âge avec la chevalerie, hein, où le maître mot, c'était la défense de la veuve et de l'orphelin. Mais ça résumait bien un petit peu en disant, bon, on est dans des zones de non-droit, hein, c'était le problème du Moyen Âge. On était dans des zones de non-droit et on comptait sur quelques individus pour dire, bah, on va quand même faire le bien autour de nous, quoi, si je peux prendre ce terme. Voilà. Mais le numérique, on va arriver un peu dans le même problème parce que sans faire mal en fait, hein, mais tout le monde, comme tu le disais très justement, tout le monde crée de l'information, ne s'assure pas qu'elle soit vraiment juste, parce que comme toujours, une information n'a de sens que dans son contexte global. À partir du moment où son contexte devient parcellaire, naturellement, je veux dire, elle perd de son intégrité. Et c'est vrai, c'est un vrai problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, la captation qu'on peut faire avec les téléphones portables, c'est toujours une captation très parcellaire. Et donc, notre information, je veux dire, ne présente que l'intégrité de la parcelle qu'elle a pris. Mais elle n'est pas dans le contexte général.